Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Kenya et Djibouti s'accordent sur une exemption mutuelle de visa pour leurs ressortissants. Les enjeux de cette disposition sont importants. Il s'agit notamment de stimuler le commerce entre les deux pays. Lutte contre le changement climatique et ses conséquences. Le gouvernement marocain reçoit le soutien de la Banque mondiale, un appui financier d'un montant de 350 millions de dollars. Puis la convention des partenariats d'ingénieurs referme ses portes ce vendredi 16 juin au Kenya. Le développement du secteur des industries est au cœur de cette rencontre. Afin de faciliter la circulation des biens et des personnes, le Kenya et Djibouti ont signé un accord sur l'exemption de visa pour leurs ressortissants. L'accord bilatéral a été conclu dimanche dernier dans le cadre de la visite à Djibouti du chef de l'État kényan William Ruto, reçu par le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les précisions dans ce sujet de Mildred Yamou. Les Djiboutiens n'auront plus besoin de visa pour se rendre au Kenya et vice-versa. L'accord de suppression des exigences de visa entre le Kenya et Djibouti a été conclu le 11 juin 2023 lors d'une rencontre entre le président kényan William Ruto et son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh à Djibouti. La décision vise à stimuler le commerce, les investissements et le trafic aérien, tout en renforçant l'intégration africaine et les relations entre les deux pays. C'est une décision à apprécier parce que ça fait partie des exigences que le peuple africain demande même à ses dirigeants, d'ouvrir l'espace africain à la libre circulation. Sans cette libre circulation, on ne peut pas construire ce qu'on appelle la citoyenneté communautaire en Afrique. Et il est important que ce type de signature se multiplie entre les différents pays du continent. Dans le cadre de cette mesure, le Kenya et Djibouti ont convenu de la reprise des vols directs entre les deux pays. Les deux dirigeants ont également convenu d'améliorer la coordination sur la migration de la main-d'œuvre et de créer le Conseil d'affaires Kenya-Djibouti en vue de stimuler les échanges entre leurs pays. En outre, le Kenya offrira 300 postes dans des établissements d'enseignement supérieur aux étudiants djiboutiens, aux mêmes frais que les étudiants kenyans, tandis que Djibouti fournira du personnel aux institutions de formation kenyanes pour former les étudiants à l'apprentissage de la langue française. Les deux pays sont séparés juste par l'Éthiopie et il serait important qu'on annule ces visas-là pour qu'il y ait une facilité de mouvement entre Djibouti et le Kenya. Et cela entre en droite ligne avec la zone de libre-échange continentale. Il ne faudrait pas que ça se limite seulement au niveau de la libre circulation des personnes, que ça soit aussi au niveau de la facilitation du commerce intra-africain entre les deux pays. Plusieurs accords ont été conclus entre le président kényan et son homologue djiboutien sur une synergie d'action dans les domaines de la santé, de la culture, des infrastructures, des technologies de l'information et de la communication, de l'éducation, du tourisme, des sports et des arts, de l'énergie et de l'agriculture. Les deux pays prévoient notamment la production de l'énergie géothermique et un cadre permettant la reconnaissance réciproque des certificats délivrés par leurs établissements d'enseignement supérieur respectifs. Dans l'actualité également, la dissolution au Mali du parti PSDA. Dans son jugement, la justice a condamné ce 15 juin le parti d'opposition pour trouble à l'ordre public et atteinte à la souveraineté nationale. Une procédure avait été engagée en avril dernier contre le Parti social-démocrate africain après une requête introduite par le ministère malien de l'administration territoriale suite à des propos qu'aurait tenus le président du parti Ismaël Sako dans lesquels il avait émis des critiques à l'encontre du Premier ministre Choguel Maïga. Paul-Henri Sandaogo Damiba veut retourner dans son pays, le Burkina Faso. Depuis octobre 2022 et son départ de Ouagadougou, l'ancien président de la transition vit en exil à Lomé au Togo. Dans une lettre, il formule le souhait que les autorités de transition facilitent dans les mois à venir son retour auprès de sa famille. Des mots adressés à celui qui est à la tête du pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga.
L'ancien président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, souhaite regagner son pays. C'est depuis Lomé au Togo, où il est exilé, que l'ancien président de la transition a écrit une lettre à l'actuel chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, informe les médias locaux. La demande de l'ex-président, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, est une demande pertinente pour pouvoir rentrer retrouver ses proches après 9 mois aujourd'hui qu'il est en exil. Mais lorsque nous analysons la situation, est-ce que c'est le moment maintenant? Parce qu'il ne faut pas oublier que la situation sécuritaire, même si l'on dit qu'il y a des avancées notables sur le terrain, il faut comprendre que la machine n'est pas encore bien huilée. Le lieutenant-colonel, qui désire retrouver sa famille dans les mois à venir, a demandé au capitaine Ibrahim Traoré de faciliter son retour. L'ancien chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est arrivé au pouvoir en renversant le président Roch Marc Christian Kaboré, a à travers une lettre fait des suggestions au capitaine Traoré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon la presse locale, la lettre confidentielle qui date du 31 mars 2023 a été bien reçue par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut d'abord créer des conditions d'unité, de cohésion au sein de l'armée nationale avant de faciliter le retour de certaines autorités militaires. Parce que dans une armée où il y a des suspicions d'un camp contre l'autre, où il y a des suspicions de fractures entre la vieille garde et la jeune garde, il faut d'abord prendre les dispositions qui s'imposent avant de pouvoir laisser le président revenir au pays. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, contraint de quitter le pouvoir début octobre 2023, il a été renversé 8 mois plus tard après son coup d'État par le capitaine Ibrahim Traoré pour des raisons d'insuffisance de résultats dans la lutte contre les groupes djihadistes. Grâce à une médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il s'est réfugié depuis lors au Togo. La Banque mondiale approuve un prêt en faveur du Maroc, un prêt de 350 millions de dollars destiné à soutenir les mesures du gouvernement marocain en matière de lutte contre les effets du changement climatique dont les conséquences sont de plus en plus graves, impactant directement les populations les plus vulnérables. Les précisions de Samantha Saberou Sabobanga. Pour lutter contre le changement climatique et améliorer la résilience de ces populations vulnérables, de près de 350 millions de dollars chacun ont été approuvés par la Banque mondiale en faveur du Maroc. Une annonce faite par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Le Maroc, à l'instar de nombreux pays en développement, subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Et cela se traduit souvent par la diminution de la disponibilité en eau et des rendements des cultures, l'augmentation des risques de sécheresse et de perte de biodiversité, les incendies des forêts et les vagues de chaleur. Cette situation a malheureusement de graves conséquences sur les populations les plus vulnérables. Et comme le gouvernement ne peut rester indifférent, il doit sans attendre prendre des mesures appropriées aux enjeux du réchauffement climatique sur son territoire. Et cela passe en partie par la mobilisation des acteurs publics pour la mise en place des politiques d'adaptation solides et adaptées aux enjeux locaux. Axé sur un renforcement des capacités institutionnelles, le premier prêt est un financement qui contribuera à améliorer les outils et les systèmes politiques, la gestion des données et la performance des institutions fiscales et financières, tout en renforçant la coordination entre les agences et les ministères des différents secteurs. Or, cette adaptation au changement climatique et au renforcement de la résilience de la population, des populations les plus vulnérables a un coût exorbitant que les pays auraient du mal à faire face sans l'appui de ses partenaires financiers. Ainsi, ces prêts de la Banque mondiale arrivent à point nommé car il devra aider le gouvernement marocain à accélérer la mise en œuvre de ses contributions déterminées au niveau national qui soulignent les engagements du Royaume à lutter contre le réchauffement de la planète grâce à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que sa résolution de renforcer la résilience du pays
face au choc climatique. Le second prêt, quant à lui, est un financement additionnel pour continuer d'accompagner la mise en œuvre d'un système de protection sociale moderne et efficace en prolongeant du projet de réponse d'urgence de la protection sociale face à la Covid-19 du Maroc. Notons que cette série de financements vient en appui aux réformes gouvernementales du royaume chérifien face à l'aggravation des impacts climatiques déjà ressentis. La convention des partenariats d'ingénieurs s'est poursuivie ce jeudi au Kenya. Cette 4e édition est placée sous la thématique de la croissance de l'économie. Alors sont présents à cette convention des décideurs politiques, des experts du domaine de l'industrie, mais aussi des ingénieurs et des chercheurs notamment. Ils sont rassemblés autour d'une réflexion commune, à savoir la meilleure façon de positionner le Kenya sur le marché mondial de l'innovation. Corinne Kamsueoni. Miser sur le capital humain pour mieux le positionner sur le marché mondial de l'emploi, de l'innovation et de la transformation durable des économies, c'est l'objectif derrière les conventions de partenariat d'ingénierie dont la 4e édition a débuté le 14 juin 2023 au Kenya. À l'ouverture des travaux, le président kenyan William Ruto a rappelé l'importance de ces rencontres, notamment dans le secteur des transports, alors que le Kenya dépense pour ce seul secteur 500 millions de dollars en produits pétroliers chaque mois. L'immobilité peut en effet annuler ces dépenses. Nous pouvons innover autour de l'immobilité en développant les énergies renouvelables. Nous avons d'énormes ressources éoliennes, solaires et nous pouvons alimenter notre économie, spécialement le domaine de la mobilité, avec le recours aux énergies renouvelables. Il y a un débat général en cours sur les questions de savoir si le développement peut être alimenté par les énergies renouvelables. Le Kenya est un exemple dans ce sens. Kenya is an example. À l'horizon 2030, l'industrie devrait contribuer au produit intérieur brut kényan à hauteur de 20% selon le programme de développement en cours. Pour ce faire, les chaînes de valeur doivent être compétitives pour relever les défis de la qualité et de la quantité des produits dédiés à l'exportation. Pour ce faire, nous devons nous engager dans une transformation compétitive à grande échelle. La transformation industrielle, pour l'ajout de valeur en particulier, est le moyen le plus sûr de développer nos produits locaux, manufacturés, les importations ainsi que nos exportations. Dans le sillage des travaux de la 4e convention des partenariats d'ingénierie, le président William Ruto a annoncé l'ouverture dès le 1er juillet 2023 d'un portail d'enregistrement des projets d'ingénieurs pour un meilleur suivi des projets par le Conseil des ingénieurs du Kenya. Il a surtout insisté sur les défis de mise à jour, d'innovation, d'efficacité et de standardisation des formations des ingénieurs au niveau régional et continental. Le Camerounais Eric Emeniat est le nouveau président de la Fédération internationale de basketball Afrique Zone 4, zone qui regroupe 8 pays d'Afrique centrale. À 49 ans, Eric Emeniat prend la tête de l'institution. Le maire de Bangaté, élu le 8 juin dernier à Maputo, au Mozambique, est attendu sur plusieurs fronts, mais cette fois au niveau de la FIBA. Les précisions de Mildred Diamou. Accueil exceptionnel à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour le Camerounais Eric Emeniat, qui préside désormais aux destinées de la zone 4 Afrique, de la Fédération internationale de basketball FIBA, également maire de la commune de Banganté, dans la région ouest du Cameroun. Eric Emeniat a été élu à ce poste le 8 juin 2023 à Maputo, Mozambique, en prélude à l'Assemblée générale de la FIBA Afrique, tenue du 9 au 10 juin 2023. Pour le nouveau président de la zone 4 de la FIBA Afrique, c'est une grande victoire pour la diplomatie sportive de son pays. En prenant la zone 4, la présidence de la zone 4, je pense que c'est une récompense du travail qui a été effectué toutes ces années-là. On a vu comment le basketball a évolué au Cameroun. Nous avons des joueurs en NBA. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui avec la présidence donc, de la zone 4 pour les 4 prochaines années. Eric Niat a déjà sa feuille de route, fixant le développement du basketball dans la zone 4 FIBA Afrique comme principal défi. Il place la mise à niveau des équipes de la zone.
l'amélioration du basketball des jeunes et des dames, l'équipement des sélections et la participation aux rencontres internationales parmi ces chantiers prioritaires pour une meilleure représentativité aux compétitions internationales. Le premier chantier qu'il faudra faire déjà, c'est faire l'état des lieux dans toutes les fédérations, dans tous les pays de la zone, voir un peu le niveau des différents championnats qui sont là, voir les niveaux des équipes nationales. En fonction de ça, c'est là qu'on pourra faire un meilleur assessment de ce qu'il y a à faire par pays. C'est une tâche ardue, c'est une tâche difficile, mais je pense que c'est faisable, c'est réalisable. On a la confiance des présidents des fédérations des autres pays. On a une feuille de route qui est claire et définie et chacun va prendre ses responsabilités pour développer le basket dans la sous-région. La FIBA Afrique Zone 4 regroupe 8 pays de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Jusqu'alors vice-président de la Fédération camerounaise de basketball, Eric Niat, est le promoteur de la Zui Mentor Academy qui allie l'éducation et le sport, l'une des disciplines pratiquées étant le basketball, dont la renommée va au-delà des frontières camerounaises et africaines. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.